Je souhaite tout d'abord remercier chaleureusement le FNRS qui, par son soutien constant à nos activités de recherche et de diffusion des savoirs, soutient cette conférence. Mes remerciements vont également à l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique qui nous accueille aujourd'hui dans ces beaux locaux. Notre groupe de contact FNRS s'intitule « Histoire et anthropologie de l'État ». Il s'inscrit dans une démarche scientifique visant à rassembler les spécialistes de ces problématiques en Belgique francophone. Nous nous intéressons particulièrement à l'État et à ses institutions en situation de crise, qu'il s'agisse de crise politique, de représentation, de confiance ou liée à l'exercice des droits civiques. Notre approche se veut résolument décloisonnée, croisant les perspectives de l'histoire, de l'anthropologie, de la sociologie, du droit, de la philosophie et des sciences politiques. Il me revient à ce stade d'excuser notre président, Manuel Cervera-Marsal, chercheur qualifié du FNRS à l'ULiège, qui ne peut nous rejoindre ce soir pour des raisons de santé. L'année qui s'achève a été particulièrement riche en événements pour le groupe de contact. En novembre 23, nous avons eu l'honneur d'accueillir Jean-François Bayard, professeur à Genève, pour une conférence débat autour de son dernier ouvrage, L'énergie de l'État. En décembre 23, notre journée d'études sur les figures politiques de la modernité dans l'Europe des 15e, 17e siècles a permis de renouveler le questionnaire de recherche classique d'Eugenio Garin sur l'homme de la Renaissance, en l'élargissant à une autre chronologie, en intégrant les apports de l'histoire du genre et de l'histoire culturelle du politique. Plus récemment, le 8 février dernier, nous avons organisé une table ronde sur l'État, la violence et la mémoire des conflits contemporains, qui a réuni Christian Ingrao, Aude Merlin, Marc Poncelet, que je salue, qui est ici présent, Ekaterina Gloriosova et Anita Katcha-Tourova, autour des questions de violence étatique et de mémorialisation. Dans la continuité de ces réflexions, nous aurons le plaisir d'accueillir au printemps 25 Xavier Prévost et Anne Rousselet-Pimon pour une conférence sur l'histoire et l'épistémologie du droit et de l'humanisme juridique. Et donc c'est dans cette riche perspective que nous avons l'honneur, le plaisir et la joie d'accueillir ce soir deux chercheuses dont les travaux sur la mémoire et l'État ont profondément marqué nos disciplines. Sarah Gainsberger, directrice de recherche au CNRS, développe une approche novatrice des politiques de mémoire comme révélateur des transformations de l'État-providence. Son dernier ouvrage, qui pose les questions mémorielles, bouleverse notre compréhension des rapports entre État et mémoire, en interrogeant de manière critique l'idée reçue d'un passage du grand récit national à des demandes mémorielles éclatées et concurrentes. Ces recherches actuelles sur les archives participatives comme outil de gouvernance des crises, qu'elle étend désormais aux enjeux environnementaux, démontrent la fécondité d'une approche qui combine histoire de la Shoah, qu'elle étudie notamment à l'échelle micro-historique de Paris, sociologie de la mémoire et analyse des politiques publiques. Valérie Rozou, directrice de recherche du FNRS, est professeure à l'Université catholique de Louvain et membre de l'Académie royale de Belgique. Elle apporte un éclairage décisif à travers ses travaux sur la négociation internationale et la justice transitionnelle. Son dernier ouvrage, Representing the Absent, issu des séminaires interdisciplinaires du Max Planck Institute de Luxembourg, explore les procédures mises en place pour rendre justice aux victimes et interroge les différentes manières de représenter les générations absentes, qu'elles soient passées ou futures. Et ses publications récentes sur la réparation du passé colonial belge, les conflits de justice dans le contexte post-colonial et la médiation nourrissent une réflexion essentielle sur les enjeux de mémoire et de justice. La rencontre de ces deux chercheuses ce soir nous permettra d'explorer les multiples facettes des politiques mémorielles, depuis leur élaboration bureaucratique jusqu'à leurs effets sociaux, en passant par les enjeux de justice et de réparation qu'elles soulèvent. Je vous remercie de votre attention. Je vais céder la parole à nos deux oratrices. Donc, tout d'abord, Valérie, vous avez la parole pour 30 minutes. Ensuite, Sarah, vous prendrez la parole. Et puis, on pourra ouvrir un temps de discussion. Il faudra que nous quittions impérativement cette salle aux alentours de 19h10. 19h12. Et donc, je vous remercie et je cède désormais la parole à Valérie Rozou. Merci beaucoup, Jérémy, pour la gentillesse de tes mots. Merci beaucoup
Nicolas pour l'accueil, merci pour votre générosité à toute l'équipe et à votre président, alors qu'il n'est pas là, vous le remerciez, vous dites qu'on est très heureuse. C'est une joie immense pour moi d'être là aujourd'hui. J'aime bien l'Académie royale évidemment, j'adore Bruxelles, je n'y suis plus assez souvent à mon goût. Et surtout, je connais Sarah Gainsbourger depuis 1998, je fais un effort. 1998, c'est la même année que l'année où j'ai rencontré mon mari. C'est pour vous dire la fidélité en amitié avec Sarah. Et je dois vous dire, donc Sarah est hyper occupée. Et ici, ça a été assez facile de trouver un arrangement, je trouve. Mais je crois que je ne pourrais pas parler ici en duo avec une chercheuse aussi brillante sur le plan scientifique et sur le plan humain. Et donc, il y a quand même eu presque 30 ans d'évaluation quasi quotidienne. C'est rarissime en fait, et tous les gens qui travaillent avec Sarah pourraient me confirmer, de rencontrer quelqu'un qui est si inspirant. Mais je dois quand même le dire, je ne commence pas toutes mes présentations comme ça, Sarah. Mais ça vaut la peine de le dire parce que le monde académique a quand même certaines pathologies aussi. Donc quand on est face à des gens qui sont à la fois très rigoureux mais créatifs, originaux aussi et humainement inspirants, c'est quand même des choses à relever. Là où je pense que tout le monde, quelle que soit sa discipline, a quelque chose à apprendre après dans une conversation avec Sarah, c'est sur le plan méthodologique où il y a toujours des nouvelles idées et des choses auxquelles personne d'autre n'a pensé. Donc pour moi, c'est comment dire... Quoi ? J'ai bien fait. Oui, tu as bien fait. Non, mais quel que soit le milieu d'action ou le milieu de réflexion des gens, il y a des gens auprès desquels on grandit, et puis d'autres, malheureusement, auprès desquels on rapetit. Mais Sarah fait partie des gens auprès desquels on grandit. Alors, donc, merci. Avec toute ma reconnaissance et pas simplement mon admiration, ça vaut la peine de le dire en public. Alors, comment digérer le passé ? Comment gérer le passé ? C'est énorme comme question. Et pour moi, cette question résonne de manière un peu tragique avec l'actualité. On verra si ça vient dans les questions ou pas, mais je veux dire, cette question-là va se poser sur plusieurs continents de manière horriblement compliquée, délicate. Ça va être un jeu d'équilibriste pour plusieurs générations. Et donc je crois que ça vaut la peine qu'on passe tous... qu'on remonte nos manches et qu'on essaie de voir comment mieux comprendre ce qui se passe parce que beaucoup d'autres gens vont en avoir besoin. Donc pour moi, ça a beaucoup d'importance. Donc merci de me donner la parole, Jérémy. Alors peut-être vous dire pourquoi je trouve que le cas de cette fameuse commission... Est-ce que tout le monde est belge ici ? Parce que je voudrais juste savoir si vous avez tous entendu parler de la commission parlementaire qui était mise en place ou si pour certains c'est tout à fait neuf. Pour qui c'est complètement neuf ? 2, 3. Ok, mais donc je vais essayer de ne pas ennuyer les autres, mais de rappeler quand même. Je vais expliquer un peu une expérience de terrain au sein d'une commission qui a été mise en place par le Parlement belge pour gérer le passé colonial de la Belgique entre 2020 et 2022. Et je crois que ça a de l'importance au-delà de la Belgique. Mon expérience, en tout cas, c'était que tout au long de ce terrain, j'ai reçu des coups de fil, des demandes de la part... je cite ici, l'ambassadeur de France à Bruxelles, enfin l'ambassade, pas l'ambassadeur, mais des gens de l'équipe, le ministère des Affaires étrangères canadien, le ministère des Affaires étrangères britannique, les représentants néerlandais, suisses, allemands. Et c'était toujours la même question avant l'échec de la commission. J'anticipe un peu, c'est pas un teaser, mais donc, il y a un fameux échec complet. Mais donc, au moment où on se disait à l'étranger, tiens, les Belges lancent une initiative un peu intéressante, très glissante. Et donc, tout le monde appelait de manière plus ou moins enthousiaste, sceptique, beaucoup de scepticisme. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, maintenant, à l'issue des travaux parlementaires, le cas est intéressant sur « how not to do », qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est quand même important de savoir ce qu'on ne peut pas faire. Si on n'est pas adolescent et qu'on ne veut pas absolument transgresser, donc voilà. Donc, première raison, c'est qu'il y a un aspect qui dépasse le cas belge, je crois. Deuxième raison, pour moi, d'intérêt, c'est que la question de comment digérer le passé qui continue de diviser, c'est un défi énorme sur le plan intérieur dans plein d'États, je crois en France aussi, mais en Italie, mais sur le plan intérieur ici. Cette commission, elle pose la question de qu'est-ce que ça veut dire un « nous » en Belgique ? Qu'est-ce que ça veut dire le « nous » belge ?
Alors pour les Belges qui sont ici, ou pour ceux qui ne le sont pas mais qui vivent en Belgique, c'est juste une question monumentale. Tous les États sont complexes, mais la Belgique a quand même des très grosses lignes de failles qui se croisent et qui se renforcent partiellement. Évidemment, gauche-droite comme en France, laïque religieux différent de la France, mais qui est quand même là, dans le milieu académique, c'est encore une ligne de fracture bien réelle. Je suis heureuse d'être à l'Académie royale pour essayer de franchir cette espèce de mur comme ça entre l'ULB, l'UCL, les trucs. Donc c'est quand même toujours là. Mais aussi, évidemment, francophone, néerlandophone. Je souris parce qu'on a ici une historienne qui a travaillé sur cette ligne de fracture qui, finalement, n'est peut-être pas si profonde qu'on le pense, Louise Vallière. Et puis aussi, la Belgique de papa, ou un milieu qui est content, peut-être pas royaliste, mais très heureux dans le milieu fédéral belge, et puis des indépendantistes, surtout flamands. Donc, ça fait beaucoup de lignes de fracture et de polarisation, plaques tectoniques pour ce nous. Et toutes ces lignes ont été réactivées au moment de la commission. Vous allez voir. Vous pouvez me poser des questions si vous voulez. Pour moi, alors beaucoup de gens disaient, y compris un parrain que je vois tous les 15 ans et qui m'envoyait un message, comment ça va? Je dis, je suis un petit peu occupée par une commission parlementaire sur le passé colonial. Faut-il revenir à l'âge des cavernes et aux Romains? Et donc, je pense que cette commission-là n'avait pas comme objet principal le passé colonial. Mais pour moi, l'objet principal des actions à mener, et je ne suis pas là pour dire ce qu'il fallait faire, j'ai observé le jeu, j'ai des idées comme citoyenne, mais mon job n'était pas de dire voilà comment vous devez faire, mais d'essayer, sur le plan méthode, que ça tienne la route. C'est un échec collectif et j'assume, mais l'idée, la question pour moi, c'est quelle société voulons-nous en Belgique pour la prochaine génération? Qu'est-ce que je veux comme Belgique pour mes enfants? Si je n'en avais pas pour les enfants ici qui naissent, qui arrivent, etc. Donc pour moi, c'est vraiment pas uniquement une question de passé, c'est plutôt l'avenir. Et puis, le troisième point d'intérêt de cette expérience pour moi, c'était sur le plan de la recherche. Ici, je crois qu'il y a plusieurs chercheurs qui sont là. Sur le plan personnel, c'est le terrain qui a été le plus compliqué, en fait, à gérer. J'avais fait des terrains dans l'Afrique des Grands Lacs, que d'autres connaissent très très bien, qui sont des terrains compliqués sur le plan de l'intensité des émotions. Le Rwanda, c'est des émotions qui sont hyper intenses et qui prennent, en fait, qui sont contagieuses quand on est belge, parce qu'il y a énormément de culpabilité toujours déjà dans le paysage des Grands Lacs quand on est belge, je trouve. Et donc, c'était des terrains qui n'étaient pas si simples. Mais ici, pour moi, ça a été complètement délirant pendant 2 ans et demi sur le plan des coups, des déceptions, des espoirs, de l'excitation, une espèce d'intensité. En fait, aucune réunion, les réunions de la commission, c'était tous les lundis de 13h à 19h, voire 20h, aucune ne ressemblait à de la routine pendant plus d'1 an. Et j'ai une petite anecdote, c'est qu'à l'époque, donc, j'avais 2 adolescents à la maison, 16 ans, 14, et en fait, c'est devenu, maintenant je le dis avec humour, mais ce n'était pas du tout drôle à l'époque, c'est que chaque fois qu'il y avait une grosse bagarre à la maison, il y en a pas mal, et donc à chaque fois, la remarque qui arrivait d'un des 2 ados qui avait plutôt bien compris les choses, c'était « T'es une réunion Congo ?» Ça voulait dire pour lui Congo, Rwanda, Burundi, la commission parlementaire, et c'était vrai à chaque fois. Et donc je décompensais. Je ne le dis pas du tout avec fierté, je dis juste c'était un terrain compliqué pour moi. À certains moments, je manquais de supervision. Donc j'étais emmêlée, en fait je partais. Mais hyper intéressant sur le plan de la recherche. Alors, j'espère que vous trouvez qu'il y a assez d'intérêt pour que je puisse vous dire quelque chose pendant un quart d'heure là-dessus. Je propose une promenade en 3 étapes. La première, un peu sur le contexte, mais pas vous rappeler quand en 1900 ou en 1885, mais quelques points de contexte qui iront vite. Surtout, deuxième point sur le processus, donc quels ont été les choix qui ont été pris par les membres de cette commission, qui est une commission politique avec une méthodologie qui avait été choisie avant de faire appel aux experts. Pas pour me dédouaner, mais il y a des choix qui ont été posés en amont et d'autres qui ont été posés pendant le processus. Et donc, voilà. Et puis les leçons. Alors, premier point, le contexte. Donc, pour moi, je vois cette commission parlementaire
comme un jeu de négociation, à plein de niveaux, qui ont commencé donc en juillet 2020 jusqu'à la dernière séance, qui était une séance presque théâtrale, de décembre 2022, où on s'attendait à un document signé comme toutes les commissions. Ouvrez bien ça, c'est important, je ne l'ai appris que plus tard. En fait, toutes les commissions spéciales mises en place par le Parlement belge depuis sa création, 1831, ont abouti à un accord. Fut-il un accord de façade? Ça pouvait être très minimaliste, des choses qui ne sont pas trop compliquées, pas trop révolutionnaires, mais sur le sujet qui nous occupe, un accord minimaliste, c'était très simple. Changer quelques noms de rues, des manuels scolaires. Il y a certaines recommandations qui n'allaient, même si ça vous semble très compliqué quand vous êtes dans... Mais quand même, il y a des commissions qui semblaient plus ou moins acceptables à tous les partis politiques belges, ce genre-là. Malgré ça, pour la première fois depuis la création du Parlement, des partis se lèvent, enfin des députés se lèvent, quittent la salle et donc pas d'accord. Et les négociations vont jouer à plein d'autres jeux qu'au niveau du jeu parlementaire entre partis francophones, néerlandophones, droite-gauche, etc., entre experts aussi, entre la Belgique et le Congo, entre la Belgique et le Rwanda, entre la Belgique et le Burundi. Donc il y avait plein de jeux de négociation en même temps, plus ou moins opaques, plus ou moins transparentes. Et donc moi j'ai pris des notes de toutes ces séances de voyages faits au Congo, Rwanda, Burundi. Pourquoi le cas belge est emblématique? 4 éléments à mon avis. 1, il s'est présenté longtemps comme la colonie modèle. Alors, ça peut vous faire sourire maintenant, mais à une époque, c'était vraiment présenté comme la colonie modèle. À la fin des années 50, il y avait beaucoup d'aspects qui étaient très intéressants sur le plan social, sur le plan santé, sur le plan de l'éducation, etc. Mais donc, il y a eu toute une propagande aussi liée à cet aspect cas d'école. Et puis, la Belgique est devenue un cas d'école sur le plan de la brutalisation du système colonial. Donc, il y a eu Conrad, déjà à l'époque, Heart of Darkness, et puis Léopold II Rothschild, qui est devenu le symbole de la brutalité coloniale. Donc là, comme vous êtes belle... attendez, ça fonctionne, ça ou... Non, il faut l'allumer, bien sûr. Merci. Donc là, c'est ici, c'est à 50 mètres. Donc vous avez vu ça pour tous les Belges qui étaient là à l'époque. Donc il y a ce symbole qui, en fait, résonne bien au-delà de la Belgique. Et donc ça, c'était, si vous vous souvenez, juste ce qui se situe dans la foulée de la vague Black Lives Matter 2020. Et puis ces statuts qui sont systématiquement assassins. Oui, enfin, donc on pourrait passer beaucoup de temps à faire ça. Donc colonie modèle et puis anti-modèle, si vous voulez. Deuxième raison, le caractère maximaliste de la démarche. Pourquoi les Canadiens, les Français, les Britanniques, les Allemands, les Suisses appelaient? C'est parce que c'est la première fois qu'une commission a une telle ambition, en fait. Donc l'idée, c'était, quand je parle du passé colonial, c'était pas simplement une commission sur, avec tout le respect que je dois à cet événement, l'assassinat de Patrice Lumumba, un événement précis, ou la question des casques bleus au Rwanda au moment du retrait. Donc c'était la gestion du passé colonial de la Belgique, Rwanda, Burundi, Congo, et les conséquences, et leurs conséquences persistantes, c'est-à-dire toute la question du racisme, des discriminations jusqu'à aujourd'hui. On ouvre un pan énorme de l'histoire belge et européenne. Troisième raison intéressante, caractère politique de l'institution. Donc des députés, voyant un petit peu ce mouvement, prennent la décision de lancer une commission. Ils pensent que ça va aller très vite. Au départ, la commission était prévue pour 6 mois. J'expliquerai. C'est juste, oui, hallucinant. Et donc, ils décident que c'est une commission non pas d'historiens, ou que c'est une commission non pas de représentants de la société civile, mais les députés, c'est-à-dire les représentants de tous les partis élus en Belgique, du PTB au Vlaams-Belang. Et donc c'est intéressant de voir, est-ce que ça marche ou pas? Et si ça ne marche pas, pourquoi?
Alors, quatrième raison, c'est le caractère radical de l'échec. On ne pouvait pas faire plus gros, en fait, comme échec. Ce n'était pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conséquence de ça? Donc, quelques éléments. Donc, vous me dites si je passe trop vite, mais donc, XXe siècle, Léopold II, vu comme un génie créateur, et puis on passe du génie à la gêne, et puis de la gêne aux génuflexions. Sans faire de jeu de mots, c'est vraiment ça qui s'est passé petit à petit, avec plein de nuances sur lesquelles je peux revenir si vous le souhaitez. Il y a plusieurs publications là-dedans, les historiens sont vraiment fabuleux, il y a énormément de choses écrites. Et puis, après les génuflexions qui sont liées à l'époque, pour ceux qui ne sont pas trop jeunes dans la salle, l'arrivée Louis Michel, Verhofstadt, la Belgique, l'éthique dans les relations internationales, donc on commence à demander pardon. C'est une toute autre perspective. Et puis on rétropédale au moment où Karel de Gucht devient ministre des Affaires étrangères, où lui, sa posture, c'est pas nous demandons pardon pour tout ce qui s'est passé et nous assumons l'immense responsabilité de la Belgique, ça c'est du Louis Michel, c'est nous avons le droit de dire tout ce que nous pensons. Nous sommes aussi parmi les principaux donateurs, ce qui est vrai, dans l'Afrique des Grands Lacs. Et donc, par rapport à certaines dérives du régime congolais à l'époque, M. de Gucht dit « c'est pas parce qu'il y a la période et le poids colonial que la Belgique doit se taire, c'est au contraire ». Donc, il y avait vraiment une perspective différente. Et puis, on revient à la responsabilité quand Charles Michel, fils de Louis, vient et au Parlement présente des excuses pour les métis. Vous avez appris la nouvelle aujourd'hui qui concerne les métis. Donc, en appel, je ne l'ai pas vu, c'est plusieurs personnes qui m'ont envoyé un message. La Cour d'appel ici en Belgique a décidé de considérer que le kidnapping de ces milliers d'enfants dans les 3 pays peut être considéré comme un crime contre l'humanité. On va en parler dans le monde entier pendant plusieurs mois, hein. Donc c'est arrivé aujourd'hui. Mais donc déjà en 2019, Charles Michel vient présenter ses excuses. Donc, il y a une espèce d'accélération de l'histoire après Black Lives Matter. Au mois de juin, il y a 10 000 personnes, certains d'entre vous étaient peut-être là, moi je n'étais pas en Belgique, devant le palais de justice. Où est-ce qu'on est là? Le palais de justice? Non. Le palais de justice, il est là? Ah oui, ok, pardon. Devant le palais de justice, il y a 10 000 personnes pendant le Covid, pour dire ok, le racisme, etc. Donc, le parti écolo, notamment, qui avait dans ses cartons cette idée, et d'autres, lança. Le roi Philippe écrit une lettre pour l'anniversaire des 60 ans de l'indépendance du Congo au président congolais, dans lequel il reconnaît des atrocités, ce qui n'avait jamais été franchi. Donc il y a une espèce de montée en puissance du mea culpa, en fait, d'une volonté de réflexivité et de lucidité. Voilà, est-ce que le contexte, ça va plus ou moins, vous voyez. Deuxième, plus important, les choix de la commission. Alors, donc la mise à l'agenda, et ça dans l'illustration, Sarah va sûrement en parler, je vous disais, de quoi parle-t-on? Quand on lit le mandat de la commission, c'est absolument maximaliste, donc il parle les députés, vérité. Donc l'objectif, c'est la vérité, la réconciliation par rapport aux 3 pays, 1, 2, 3, et par rapport aux descendants donc, d'origine, enfin d'afro-descendants ici en Afrique, donc la réconciliation et la justice. C'est juste... moi, j'avais lu juste ce mandat au moment où j'apprends que c'est mis en place. Je ne savais pas du tout que j'allais être prise là-dedans, pas du tout. Et je commence un article à envoyer au soir, là, je ne sais pas à qui j'ai, en disant « ça ne va pas. C'est une très bonne idée, mais juste 6 mois pour ce mandat, ça n'ira pas. » De manière aussi polie que possible. Donc après, j'ai le coup de fil, je me dis « ok, je ne vais pas mettre ça, mais je vais leur dire « ça n'ira pas. Je vais monter dans la barque, mais on va tous se planter, c'est juste trop. » Donc ça, c'était leur premier choix, colossal, en 6 mois. Après, c'était 2 ans et demi, mais à l'arraché, quoi. Après, sur le plan méthodologique, c'est intéressant, il y a quelque chose de très novateur, je trouve, dans leur démarche. C'était le fait qu'ils fassent appel à 2 groupes d'experts consécutifs. D'abord, pendant 1 an, ils ont fait appel à un groupe de 10 experts. Il n'y avait pas de réunion de la commission en tant que telle. Ils se sont dit, vous écrivez un rapport initial pour nous donner un peu un état de l'art, en fait. Qu'est-ce qu'on sait sur le Congo, le Rwanda, Burundi? Et donc, il y avait 5 académiques qui n'étaient pas tous historiens,
aux grandes dames de la plupart des historiens qui ont refusé en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce groupe d'experts où il n'y a pas que des historiens ?» Dit comme ça. Hein. C'est un peu spécial quand on n'est pas historien, évidemment. Mais donc, 5 académiques, mais aussi 5 personnes qui représentaient la société civile dans les 3 pays, et ici, donc des groupes, notamment d'afrodescendants. Moi, je trouvais que c'était exceptionnel qu'on élargisse la notion d'expertise à autre chose que l'historien de 3 universités. Et encore, c'est plutôt 2 que 3. Enfin, je trouvais qu'il fallait absolument élargir ça. Donc moi, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Et puis, deuxième phase, 3 experts pour rédiger le rapport final. Et là, il y avait un praticien de la justice transitionnelle congolais, un juriste de Gand, et puis Sciences Po Philo de l'UCL. Donc ça, c'était novateur. Je ne dis pas que les experts étaient bons, ce n'est pas ça que j'essaye de dire ici. Il y avait un effort d'ouverture. Après, les choix, ça a été qu'à partir du moment où ils ont reçu le rapport de 673 pages, ou quelque chose comme ça, qui est le rapport initial, avec différents chapitres, qui sont très différents, et donc ça forme un patchwork qui n'est absolument pas exhaustif et pas parfait du tout. Ils ont commencé les auditions. Là, le deuxième groupe d'experts est arrivé pour essayer d'organiser. Et ça, c'est intéressant sur l'État, c'est que il y avait donc, on a organisé 154 auditions. Tous ces lundis, vous imaginez, il y a une salle plus grande qu'ici, c'est complètement ouvert, c'est en streaming pour les citoyens belges qui veulent suivre. Il n'y a vraiment pas grand monde, mais les gens pouvaient venir s'ils voulaient. Et il y avait 4 accusés, depuis le début, hein. C'est dans le mandat. Premier accusé, donc c'est un peu comme dans le coin, quoi. Moi, j'ai dit, mais il ne faut pas, avant le procès, si vous voulez que ce soit comme un procès, dire qui est méchant. Enfin, ça ne va pas, ça ne va pas. On a besoin de tout le monde à table. Mais bon, c'est comme ça qu'il l'avait conçu. L'État, premier accusé. Deuxième accusé, l'Église. Troisième accusé, le roi, famille royale. Quatrième accusé, les entreprises. Et donc la question, c'est de dire, mais quelle est leur faute, qu'est-ce qu'on sait sur eux, etc. Donc je vous ai dit, c'était un peu compliqué de monter dans le bateau, et en même temps, ce qui s'est passé, c'est que, là je l'ai déjà dit plusieurs fois, je peux le dire en public, donc au moment où j'écris cette carte blanche, un coup de fil, voilà, est-ce que Madame Rousseau, vous voulez bien faire partie du premier groupe d'experts sur la commission parlementaire? Je reçois le truc. Catastrophe, je me dis. Et je dis, quand est-ce que ça commence? Dans 3 semaines, est-ce que vous pouvez nous dire oui ou non? Parce que, en fait, le monsieur rentrait, il voulait savoir s'il rentrait dans l'endroit où il allait proposer des noms. Et alors là, j'ai réfléchi 20 secondes, j'ai déjà dit à Sarah, il y avait une flopée, comme une cohorte de voix qui me disait « N'y va pas !» Au sens, il n'y a rien à gagner sur le plan académique, en fait. Ils vont se planter, tu vas critiquer des gens qui sont importants, ça ne va pas être bien fait parce qu'on doit aller trop vite, c'est juste négatif sur le plan de la réputation, il n'y a rien à gagner, beaucoup de choses à perdre. Et puis une autre voix qui disait Valérie, en fait, tu es payée depuis 25 ans par le FNRS, tu travailles depuis 25 ans dans une institution publique belge à laquelle tu dois tout. Moi, l'université m'a construite, quoi. Donc je dois énormément au monde... Enfin, donc à la Belgique, pour différentes raisons compliquées, mais donc je me sens très loyale. Ça ne va pas de dire non, c'est juste ça ne va pas. Et la tentation était très forte de dire je suis en train de travailler sur un bouquin, donc non, mais je pourrais vous aider après si vous voulez. Et donc, franchement, je me suis dit, sans du tout héroïsme, c'est nécessaire, mais ça va être compliqué. Et ça a été, moi je ne regrette pas une seconde, mais ça a été compliqué. Alors, les choix, 4 problématiques principales. Pardon, oui, donc ça c'était le début, quand ils étaient encore très tout feu tout flamme, ça avait duré 6 mois. C'était ça qu'on voyait, Monsieur Tshisekedi et le roi Philippe qui dit avec tous mes regrets, donc on est au compromis, on a laissé Léopold, mais laissé une girafe, etc. Et puis Monsieur Tshisekedi qui c'est mieux comme ça, et c'est la réconciliation, ça y est. Ça c'était vraiment, mais je vous assure, pour les gens qui ont rédigé le mandat, c'était un peu la perspective très généreuse, mais juste pas consciente des émotions liées à ce débat, en fait. Des émotions et des problèmes techniques liés aux réparations, enfin, on va en parler. OK.
Et donc ça se passait comme ça, dans cette salle principalement. Je donne juste, voilà. La presse ne venait que quand on a parlé d'argent et de problèmes compliqués liés surtout aux restitutions. On va venir. Ça, on pourra venir. Je peux revenir sur ça, je vais essayer d'aller vite. Là, c'est passé pendant le voyage aussi du roi qui s'est très très bien passé à Kinshasa, où il a fait un discours devant le Palais du Peuple extrêmement apprécié au Congo. Et où on a rendu, prêté, c'était compliqué, mais un des masques très très importants pour les exécrations, le racisme, paradis du peuple, d'égal à égal. On vous reprête ce truc pour 60 ans, parce qu'on ne pouvait pas le donner, donc c'est un prêt sur le plan juridique. Il y a sans doute des gens ici du musée, de la maison d'histoire de l'Europe qui le sait, mais qui le savent. Mais donc voilà. 4 problématiques. La question de la connaissance et des archives. On va y revenir. La question de la reconnaissance, donc qu'est-ce qu'on reconnaît sur la question du colonialisme belge, de tels événements, de telles personnes, réhabilitation. Okay. Troisièmement, donc, on est passé du silence à la connaissance, à la reconnaissance, la question de la responsabilité, où là commence, on voit les nœuds qui se faufilent. Encore 4 minutes, c'est ça, hein? 5, oui. Et puis la question des réparations. 4 nœuds que je jette en pâture pour les débats, si vous voulez que j'y revienne. La question de la dite par rapport à la responsabilité. Il y a eu des bagarres pendant 1 an, à chaque lundi, sur l'approche dite bilantaire. Donc, parce que les gens, en fonction des partis, ne parlaient pas de la même chose en utilisant la même phrase. Pour certains, l'approche bilantaire, c'était dire donc il y a quelque chose de positif, quelque chose de négatif dans le colonialisme. Okay. Pour certains, ça voulait dire il faut être nuancé et ne pas uniquement mettre le spot sur ce qui n'a pas été. Et pour d'autres personnes, l'approche bilantaire, c'était la propagande qui dit oui, il y a eu des massacres à gauche, à droite, mais il y a eu tellement d'écoles, tellement. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça a été impossible de pouvoir trouver un terrain d'entente. Deuxièmement, le danger des analogies. Oui, mais vous savez, à l'époque, c'était la même chose. Donc, un député du Vlaams Belang, à côté de qui j'étais toujours assise, finalement, on est devenus presque proches. Mais si, en fait, si, parce qu'à force de boire des cafés tous les lundis. Mais donc, lui, il disait mais on peut comparer les colonisés avec les travailleurs flamands qui allaient dans des usines, dans des mines à Charleroi ou des choses comme ça, jusqu'à ce qu'un grand historien flamand, donc on ne pouvait pas le soupçonner d'être partial, M. Van Tem, dise à ce député, mais vous savez, est-ce que vous avez vu des travailleurs flamands, des mineurs flamands, avec des menottes aux bras et liés les uns aux autres au niveau des chevilles? Donc, très attention, les analogies, elles viennent, hein, elles sont venues pendant toute la commission, très compliquées. 3, c'est affreux, dans 1 minute. L'importance des chiffres et le danger des chiffres. Pendant 1 an. Mais combien de morts? Combien de morts? On a fait venir des démographes qui ont expliqué magnifiquement, on peut vous donner 3 scénarios. Un probable, un extrême, un minimaliste. On ne peut pas vous dire. Donc, ce n'est pas la bonne question. Et de toute façon, des violences de masse, il n'y a pas de question là-dessus. Donc ça, c'est un danger. 4e danger. Et génocide ou pas? Tous les lundis, avec n'importe quel expert. Toujours la même personne ou les mêmes personnes. C'est un génocide, ce n'est pas un génocide. Et donc on peut y revenir si ça vous intéresse, cette question génocide. Sur le plan des réparations, le gros nœud, les excuses. Pourquoi il n'y a pas eu, je simplifie vraiment, pour essayer de citer des questions, mais pourquoi? Parce que 15 jours avant le fameux vendredi, le Black Friday pour moi, ou c'est pas un vendredi, c'est un mardi, le Black Tuesday pour moi. 15 jours avant ce jour noir, entre guillemets, il y avait un accord. Il y avait un accord entre les principaux partis de la majorité, que j'ai vu. Et puis, il y a eu un revirement lié au président de parti. Je suis désolée de le dire, je suis vraiment très fâchée contre la particratie, parce que les présidents de parti, quels que soient les partis, mon objectif ici, ce n'est pas de
de faire de la polémique, mais n'avaient pas mis un pied à cette commission. Ça veut dire que leur point de vue, qu'il soit bon ou mauvais, je ne sais même pas ce qu'il aurait dû... Enfin, on n'a pas voté pour moi, donc je ne dis pas ce que les recommandations auraient dû être. Ils sont des représentants de la nation belge. Mais là où je suis fâchée, c'est que les membres des partis qui ont participé toutes les semaines et cette connaissance du Vlaams Belang, qui était vraiment archi marqué au départ anti-démarche, enfin il faisait partie d'une démarche qu'il trouvait désastreuse, a bougé semaine après semaine. Je l'ai vu bouger, ce monsieur. Je l'ai vu ému quand des métis se levaient et expliquaient qu'ils avaient été arrachés. Je l'ai vu presque pleurer. Et donc, il y a eu un travail que la population n'a pas senti, mais moi qui m'a énormément ému, quel que soit le parti et les positions. Mais les présidents de parti qui étaient loin, ils avaient un point de vue qui était le même il y a 4 ans, qui sera le même dans 10 ans, et donc ça, c'était un peu compliqué pour moi. Donc, on n'a pas voulu présenter des excuses, c'était une condition sine qua non pour les partis de gauche, je caricature, c'est beaucoup plus nuancé que ça, et un pas à ne pas franchir pour plusieurs partis de centre droit, et donc il ne faut pas avoir fait beaucoup de négociations. Si ce qui est une condition sine qua non est impossible pour l'autre, il n'y a pas de zone d'accord possible, alors qu'on aurait pu négocier. Hein. Présenter des excuses, c'est des excuses à qui, pourquoi, sur toute la période, pour des trucs bien précis, pour tel massacre. Il y avait une panoplie en négociation de choses à pouvoir dire en respectant. Mais la peur, c'était, si on présente le mot « excuse », on va être pris, mangé par la question de la réparation financière et de la compensation. Et ça, c'était... Plusieurs juristes sont venus en disant « il n'y a pas de lien direct dans la jurisprudence jusqu'à présent ». Ça n'a pas été cru, donc ça n'a pas été possible. Les leçons, et je termine là. Très important pour une autre commission à mettre en place dans un grand pays civilisé, la France, ou chez nous, ou n'importe où. Non, mais vous avez été loin aussi. Enfin, il y a plein d'initiatives magnifiques. Moi, je trouve qu'il ne faut pas être cynique, il faut prendre les choses comme elles sont et se dire comment on peut construire. C'est facile de critiquer c'est vraiment facile de critiquer un processus. Moi, je trouve que franchement, avec les moyens, il y a plein de moments qui ont été historiques dans cette commission. Tout ça est disponible sur les vidéos tant que c'est pas... il faudrait que des gens les mettent en ligne quelque part. Mais il y a des moments historiques, des choses qui ont été dites officiellement, qui n'avaient jamais été dites. Mais donc, importance, qui sont les experts que vous choisissez? Imaginez que vous le soyez. 2, qui sont les auditions? Qui sont les personnes que vous allez auditionner? Pas facile, en fait, de savoir qui on auditionne. 3, est-ce que c'est bien de prendre des membres politiques ou pas? Bien réfléchir, il y a du pour et du contre. Le pour, c'est que c'est des gens qui ont été élus. Donc, ils ont une légitimité que nous, on n'a pas. Hein. Donc, c'est intéressant de réfléchir. 4, le timing. Je vais m'arrêter ici, mais c'est vraiment... Donc, j'avais commencé en disant, après une guerre, on ne pense... Et après des violences de masse, on ne parle pas en années, mais en générations. Et donc, pour tenter de réparer quoi que ce soit, on ne peut pas faire ça, ou pas de course. C'est juste, ça ne fonctionne pas parce qu'il faut du temps pour que tout le monde accepte des visions différentes, entende des récits qui sont très dissonants, qui dérangent. Et moi, comme citoyenne belge, beaucoup de choses m'ont vraiment fait mal. Cela étant, et c'est vraiment ma dernière phrase, l'échec est total sur le plan politique. Je pense qu'il y a des choses qui sont là, à partir desquelles des décisions ont été prises à d'autres niveaux, au niveau local. En fait, des recommandations qui avaient été prises ont été suivies au niveau de la commune. Il y a un centre qui a été ouvert par la région de Bruxelles pour la diaspora. Il y a plein de choses, petit à petit, qui sont prises en charge ailleurs. Et surtout, et là, c'est le plus important pour moi, je suis absolument consciente qu'il y a une grande part d'irréparable et d'irréversible dans le phénomène colonial, c'est clair. Donc le tragique, on ne va pas l'arrêter, mais ça ne permet pas pour moi de me dire c'est trop tard, c'est irréversible, donc il n'y a rien à faire. Non, c'est trop tard par rapport à l'irréversible. Il y a encore plein de choses à faire sur le plan de la restauration, notamment des dignités. Pour moi, au moment de tuerie et de massacre, de civils notamment, il y a comme des dignités qui sont en suspension, en suspens. C'est comme éteint, mais ce n'est pas complètement absent. Et par plein de gestes symboliques qui ne sont pas uniquement une question de monnaie trébuchante,
par plein de gestes, on peut en parler dans le débat si vous voulez, on peut tenter de rallumer ces dignités. Et je crois vraiment que ça a énormément de sens et c'est notre responsabilité. C'est bien simple en fait. Si nous ne le faisons pas, c'est nos enfants qui vont devoir le faire, mais ça ne passera pas tout seul. Donc, toutes les affaires qui ne sont pas prises en charge par la commission maintenant se retrouveront devant des cours et tribunaux où ça coûtera beaucoup plus cher. On ne sera pas du tout dans du symbolique. Les émotions seront beaucoup, beaucoup plus virulentes. Donc, moi, je pense qu'il y a encore plein de choses à faire de manière constructive. Voilà. Pardon si j'ai un peu dépassé. Merci. Je termine. Je passe. Oui. C'est juste que ça, c'était une autre image qui circulait au moment où le roi était au Congo. Et voilà, ça, c'était les 4... mais je peux vous envoyer les textes, etc. Voyage au Congo, voyage au Rwanda avec les députés, voyage au Burundi, et une image un petit peu particulière que je pourrais expliquer si la question des restitutions vous intéresse. Merci beaucoup, Marie, pour cette très belle présentation. Plein de questions, mais comme le temps avance, je pense que je laisse la parole tout de suite à Sarah, et ensuite on va ouvrir la discussion. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, comme on est pressé, je ne vais pas à mon tour faire l'éloge de Valérie. Je le ferai quand je vais à Paris, ça. Voilà, vous la connaissez, donc je n'ai pas besoin de vous dire qui c'est. Et je suis très honorée et touchée de tout ce qu'elle a dit. Donc maintenant, ça place quand même la barre assez haute. Et moi, je vais faire une présentation beaucoup moins dans l'émotion. Même si j'aurais beaucoup de choses à dire sur le dernier point que tu as dit, parce que moi, je fais partie d'une commission d'indemnisation de victimes, tous les vendredis matins. Ce n'est pas le lundi, moi, c'est le vendredi. Et qui est sur l'argent. Et en fait, précisément, l'argent n'évacue pas le symbolique. Et à chaque fois qu'on rend de l'argent, il y a encore plus de symbolique qui arrive. Et c'est très compliqué à l'expliquer à l'État quand il n'accepte pas cette dimension symbolique. Mais je vais pas du tout... Ça, c'est mon autre casquette d'historienne. Je ne vais pas du tout parler de ça aujourd'hui. Donc, il y a des points communs entre ce qu'a présenté Valérie et ce que j'ai pu faire. Les deux principaux points communs, c'est que dans ce que je vais présenter, moi aussi, parce que tu n'as pas vraiment explicité ce que tu considérais comme ta méthodologie, mais en fait, dans ce que tu viens de présenter, c'est une forme, on dirait en sociologie, de l'observation participante. Donc ça, je l'ai aussi utilisé dans le terrain que je vais présenter aujourd'hui. Et l'autre chose qui est un point commun assez important, c'est... et tu l'as montré très bien dans ta conclusion, c'est prêter attention à toutes les questions d'organisation. Et pas seulement des propos tenus, des discours tenus, mais comment on s'organise, comment la commission fonctionne, donc des choses en fait assez terre-à-terre, qui ne sont pas seulement de l'ordre du symbolique. Donc ça, c'est ce qu'il y a en commun entre ce que je vais dire et ce que tu as dit. Sinon, ça va être très différent, puisque... En fait, moi, l'approche que j'ai pu avoir dans les travaux dont je vais parler, il y a plusieurs points de différence. La première chose, c'est que je ne me suis pas intéressée à une mémoire en particulier ou un événement. J'ai délibérément fait le choix d'avoir une approche que j'ai appelée, mais peu importe les mots, transversale. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est la mémoire comme catégorie d'action pour l'État. Comment cette catégorie d'action, comment le fait d'avoir des politiques qui se revendiquent de politiques de mémoire a été développé. Donc moi, mon terrain principal, c'est la France, mais je travaille beaucoup avec des chercheurs à l'international, puisque je me suis occupée de l'Association internationale des études sur la mémoire pendant un certain nombre d'années. Mais mon terrain, proprement dit, c'est la France. Donc le premier point important, c'est d'accepter, donc je sais que vous devez tous travailler sur un passé en particulier, mais donc je vous demande juste de suspendre cette approche pour faire le pari épistémologique et heuristique avec moi, de se dire que c'est aussi intéressant de voir comment une circulation d'instruments et de catégories d'action pour l'État peut passer de traiter le Congo, la Seconde Guerre mondiale et d'autres passés, la Première Guerre mondiale, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je m'intéresse à des périodes normales et pas seulement à des zones de controverse, à des moments de tension. Et donc, je m'intéresse à ce que j'ai appelé les administrations de la mémoire, c'est-à-dire de manière très prosaïque, comme on le ferait pour étudier le secteur de la santé, le secteur de l'éducation,
j'essaye, je propose, donc ça c'est mon habilitation à diriger des recherches qui est sortie en livre, et ça c'est un programme de travail international qu'on a développé avec une collègue danoise. Je propose de m'intéresser aux administrations de la mémoire, c'est-à-dire quelles sont les administrations, quels sont les services de l'État, comment, au jour le jour, et pas seulement à des problèmes particuliers, à des tensions ou des controverses particulières, l'État traite de ces questions. Troisième présupposé que je vous demande d'accepter pour me suivre dans ma présentation aujourd'hui, c'est l'idée que je ne m'intéresse pas principalement, ni même tellement dans ma présentation, au discours sur le passé. Ce n'est pas mon échelle d'analyse. Encore une fois, tout ça est très important. Ce n'est pas du tout pour dire qu'il ne faut pas le faire. Mais moi, j'essaye d'apporter un autre point de vue sur ces objets. Pour plein de raisons, notamment parce que souvent quand on se focalise sur les discours, on part du principe, et j'ai trouvé intéressant quand on part du principe que en fait, ça intéresse tout le monde. Ça pose des controverses, donc finalement, mais en fait, il y a aussi plein de gens qui ne s'y intéressent pas. Et moi, ces gens-là, ils m'intéressent aussi, mais d'un point de vue méthodologique. Moi, je suis sociologue de base. Donc d'un point de vue méthodologique, comment quantifier, comment cerner méthodologiquement le désintérêt ? C'est quand même quelque chose d'assez difficile. Par exemple, je me souviens, quelques années après la mort de Jacques Chirac, il y avait eu un sondage sur les actes les plus, dont les citoyens français se souvenaient le plus. Et donc l'opposition à la guerre en Irak, c'est arrivant largement en premier. Et en dernier, parmi tout ce qui avait été proposé par le sondeur, c'était le discours du 16 juillet, donc sur la reconnaissance, les excuses entre guillemets, la reconnaissance de la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs, chose que nous, dans notre petit milieu, on trouverait fondamentale, que bien sûr ça a un avant et un après. Or, c'était 1% des citoyens qui le citaient comme quelque chose d'important. Donc, comment essayer de travailler sur ces dimensions ? Donc, je vais essayer, dans le petit temps qui me reste, de présenter ce travail sur les administrations de la mémoire en 3 moments. Donc, le premier, expliquer pourquoi je me suis posé cette question. Donc, moi, juste pour dire, parce que c'est important quand même en heuristique d'expliquer comment on se met à travailler sur ces objets. Donc, moi, j'ai fait une thèse de sociologie et pas d'histoire sur la mémoire, donc ça, on pourra en reparler. Précisément, en France, donc à l'École des hautes études en sciences sociales, dans un contexte où, à l'époque, un peu moins aujourd'hui, et j'espère un peu grâce à moi, mais à l'époque, c'était seulement les historiens qui étaient les experts de la mémoire, ce que je ne pense pas du tout devoir être le cas. Là, je lance des bonnes discussions. Donc expliquer comment, finalement, je me suis commencé à me questionner sur ces questions d'administration de la mémoire. Deuxième point, expliquer quelle méthodologie j'ai utilisée pour me questionner dessus. Et troisièmement, quelques conclusions, un peu comme Valérie a proposé. Donc les origines. Donc il y a 2 moments, en fait, deux études en amont de celles que je vais présenter, mais qui sont très importantes. Donc la première, c'est pas du tout original, c'est mon travail de thèse, où je me suis intéressée au passage d'une catégorie commémorative, donc le titre de Juste parmi les nations. Donc, c'est des non-juifs qui ont sauvé des juifs pendant la guerre. Tout ça a des guillemets, hein, mais c'est pour pas perdre de temps. Et qui est un titre qui a été créé en 1963, enfin de manière opérationnelle en 1963, par l'État d'Israël, pour être remis donc à ces non-juifs. Et qui, moi, ce qui m'intéressait, c'était justement d'étudier comment l'État israélien l'a créé et comment il a été repris par l'État français. C'était vraiment ce passage d'un contexte à un autre. Et notamment, il a fait son entrée dans le vocabulaire légal français, puisque depuis 2000, il y a une loi en France qui décrète la commémoration annuelle du 16 juillet comme journée d'hommage aux victimes des crimes racistes et antisémites et d'hommage aux Justes de France. Et cette loi, j'ai étudié sa genèse, mais de manière vraiment, pas seulement à travers les textes de préparation, mais en retraçant sa genèse au plus près des acteurs. Et ce qui était intéressant, c'est que tous les gens qui ont participé à la préparation de cette loi, personne ne voulait cette loi. Or, dans le contexte français, on parle souvent d'inflation mémorielle, de développement des journées commémoratives, qui, c'est vrai, ont explosé en nombre. Et donc je me disais, en fait, personne ne demandait cette loi, c'est pas ça que les différentes personnes demandaient. Mais pour gérer les désaccords entre ces différentes personnes, finalement, c'est une loi commémorative qui a été choisie. Et donc, moi, j'essayais de me dire, mais pourquoi ? Comment on peut essayer de comprendre ça ?
Donc ça, c'est la première dimension. Donc ça, qui a donné lieu, ce processus est allé jusqu'à la panthéonisation. Donc en France, le panthéon, c'est là où on met les grands hommes et les soi-disant grandes femmes. Et donc à leur panthéonisation, bon, je passe parce que je ne veux pas qu'on perde de temps. Et la deuxième dimension, donc ça c'est en amont. La deuxième dimension qui m'intéressait, où je me questionnais, c'est je me dis, ben voilà, il y a de plus en plus d'investissement de l'État dans ces dimensions mémorielles. Or, qu'est-ce qu'attend l'État de ces actions? Quels sont les effets de ces différentes politiques? Pour mon tout petit sujet, donc moi j'ai fait, pour ma thèse, j'avais fait tout un travail sur le sens que donnaient les différentes personnes sauvées qui témoignaient pour honorer leur sauveteur à la catégorie. Et il y avait une grande polysémie que je pouvais rapporter à des positions sociales, avec qui ils étaient en lien. Bon, c'est trop compliqué d'expliquer ça maintenant. Mais en tout cas, jusqu'à la cérémonie du Panthéon, où j'ai fait un travail d'enquête auprès des visiteurs de cette œuvre. Le Panthéon a été ouvert pendant plusieurs semaines gratuitement. Et donc, bien sûr, c'est pas surprenant, mais c'est quand même important de le rappeler, les uns et les autres donnaient des sens très différents et politiquement opposés à cette catégorie commémorative. Pour certains, elle représentait des exceptions à une collaboration de la France dans son ensemble. Pour d'autres, elles étaient représentatives. Pour certains, il s'agissait de non-juifs ou de gens universalistes. Pour d'autres, c'était des questions relationnelles entre juifs et chrétiens. Donc, toutes ces terminologies me montraient qu'en fait, il y avait des appropriations très diverses des mêmes politiques de mémoire. Elles avaient des sens différents selon qui on était. Donc ça, c'est tout un ensemble d'autres travaux que j'ai fait sur cette question. Et aujourd'hui, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais je dis quand même que ça peut intéresser certains, je m'intéresse non seulement aux effets de ces politiques, mais au rapport des citoyens à l'existence même de cette politique. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens pensent du fait qu'il y ait des politiques de mémoire, du fait qu'il y ait des monuments, du fait qu'il y ait des commissions, du fait qu'il y ait des jours commémoratifs. Donc ça, pour ceux qui font de la sociologie, d'ailleurs, tu étais dans le groupe, on a conçu un module de questions qui est dans l'European Social Survey sur le rapport à ces politiques. Ça, c'est la raison, le point de départ. Je vais vite, mais j'espère que je ne vous perds pas. Alors, une fois que je voulais étudier finalement comment la mémoire est devenue une catégorie d'action pour l'État, bien sûr, il ne s'agit pas de dire que l'État s'est intéressé au passé que dans la période récente. Évidemment que non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment, à partir de quand et comment et où, on l'a qualifié de politique de mémoire, d'une dimension qui n'est pas seulement la commémoration, mais qui vraiment a pour objectif notamment de pacifier les sociétés, de créer des rapports, d'agir vraiment sur la société. Donc, au départ, je me suis intéressée, je me suis dit, où est-ce que je vais regarder? Parce que c'est bien de se dire, ok, je vais m'intéresser à l'administration, mais c'est quoi? Comment je décide? Quelle administration rentre dans mon objet? Comment je les trouve? Où j'observe? Avec quelle méthodologie? Donc, c'est un travail qui a pris 15 ans, donc ça remonte sur la longue durée. Et au départ, quand j'ai commencé, c'était en 2008, et il y avait plusieurs commissions sur le passé. Donc j'en ai mis 3 qui étaient des commissions que tu considérerais classiques par rapport à la tienne, puisque c'était des commissions plutôt d'historiens. Donc en France, c'est les historiens qui sont les experts de la mémoire, donc c'est à eux qu'on demande de diriger des commissions qui ne sont pas sur le passé. Par exemple, le rapport de commission sur la commission de réflexion sur la modernisation des commémorations publiques, il ne s'agit pas de dire quel passé doit être commémoré, mais qu'est-ce que c'est une commémoration. Mais la même année, il y avait une autre commission, 2 autres commissions, qui étaient des commissions parlementaires, donc de ce point de vue-là, elles sont proches de celles que tu as présentées. La première était une commission sénatoriale qui avait pour but de s'interroger sur les impacts de ces politiques de mémoire, et la seconde, dont vous avez peut-être sûrement entendu parler, a été une réaction à la controverse qu'il y a eu en France autour du fameux article sur le rôle positif de la colonisation. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Donc voilà. Et donc c'est une commission qui était présidée par le président de l'Assemblée nationale, et qui a procédé à des auditions. Donc j'ai étudié le travail de cette commission.
Donc elle a auditionné certains groupes d'acteurs sociaux, on peut dire lesquels, principalement des historiens. Elle a délibérément décidé de ne pas interviewer des représentants de groupes, je mets des guillemets parce que c'est les mots qu'ils emploient, de la société civile. Et elle a vraiment rendu un rapport qui présente l'État comme une boîte noire qui réceptionne les demandes de la société. Donc c'est décrit comme des sollicitations sociales, des groupes, des communautés, des secteurs, etc. Et elle a délibérément dit, dans son rapport, qu'elle décide de ne pas utiliser le terme de politique de mémoire et de ne pas s'intéresser à les possibles services qui prennent en charge cette politique, puisque la politique de mémoire n'existe pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que, après avoir fait ce travail, je me suis dit, bon, bah ok, donc c'était pas le bon endroit pour chercher ou regarder. Je me suis dit, j'ai deux solutions. Soit je me dis, bon, bah ok, puisqu'elle a dit ça, bah, mon idée de départ n'était pas pertinente. Mais c'était précisément ça que je voulais regarder, c'était cette friction entre l'État et la société civile. Comment l'État se définit par rapport à la société civile à travers la mémoire et réciproquement. Et donc c'était aussi questionner des idées dominantes, en tout cas dans le débat français, sur la concurrence des mémoires, l'inflation mémorielle, les demandes sociales, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir du côté de la LOLF, donc je pense que vous avez la même chose en Belgique, c'est la loi de finances qui organise le budget de l'État. Donc avant 2006, les budgets étaient par ministère, maintenant ils sont par programme d'action. Donc on a une sorte de cartographie de ce que l'État est censé faire, qui croisent, par exemple, il y a des choses qui sont interministérielles, qui ne sont pas forcément qu'un seul ministère, et on peut chercher, dans ce document qui est gigantesque, tous les types de programmes, et au sein des programmes, les actions conduites par l'État. Et donc là, j'ai cherché, d'un point de vue nominatif, toutes les racines mémo, c'est-à-dire tout ce qui avait les mots commémoration, mémoire, mémoriel, etc. Et j'ai cartographié l'État. Et je me suis dit, je vais commencer quelque part dans cette cartographie. En sociologie, encore une fois. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai choisi. Donc la conclusion de ce débroussaillage de la LOLF, c'est qu'il y avait deux endroits principaux où il était question de mémoire. C'était les anciens combattants d'une part, donc l'administration des anciens combattants et le ministère des anciens combattants, et la culture d'autre part. Et la description de ces actions de mémoire dans ces deux contextes était opposée. C'est-à-dire qu'il y en avait un, c'était plutôt dans la logique transmission des savoirs et démocratisation culturelle, et un autre qui était plutôt politique de mémoire et reconnaissance, renforcer le lien entre la nation et l'armée. Donc des logiques qui potentiellement sont assez différentes. Bon, tout ça, c'est le préalable à ce que j'ai fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait après ? Je me suis dit, moi, je vais essayer d'être, comme toi dans la commission, au plus près des acteurs. Donc j'ai identifié l'administration centrale la plus impliquée dans la gestion de ces programmes, qui est la Direction pour la mémoire, le patrimoine et les archives, qui a aujourd'hui changé de nom, qui dépend du ministère des anciens combattants. J'ai travaillé comme stagiaire pendant 1 an dans cette commission, donc j'ai passé de service en service, j'ai tenu un journal de terrain, j'ai noté les observations, etc., etc. Je pourrais y revenir. Ensuite, j'ai fait un travail très approfondi sur les archives des deux ministères concernés, ministère des anciens combattants et ministère de la Culture, où j'ai retracé comment les services que j'avais identifiés dans la LOLF ont été créés. Sur le temps long, c'est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, ce qui m'intéressait, moi, bien sûr, c'était pas, même si en France on centralise tout, c'était pas seulement l'État central. Ce qui m'intéressait, puisque moi, c'était l'interaction entre l'État central et la société, je voulais voir qui était premier, quoi. Enfin, c'est un peu basique, mais pour le dire vite. Donc pour ça, je me suis dit, bien sûr, du point de vue de l'administration, j'ai prêté une grande attention avec qui elle était en interaction dans son travail quotidien dans la société. Mais ce n'était pas suffisant pour moi, parce que bien sûr, c'était un tout petit point de vue sur le monde social. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 choses.
j'ai construit une base de données, des déclarations. Alors, je ne sais pas si ici vous avez des associations loi 1901, mais bon, c'est des organisations, voilà. Ça marche pareil, voilà. Donc nous, en France, on doit les déclarer enfin, on n'est pas obligé, mais la plupart se déclarent en préfecture, notamment parce que pour avoir des subventions publiques, il faut être déclaré en préfecture. Donc ce que j'ai fait, c'est que c'est très compliqué à expliquer, mais en gros, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai construit une base de données des déclarations d'associations en France de 63 à 2014. Et je me suis intéressée aux associations qui, soit dans leur titre, soit dans leur objet, utilisaient le mot mémoire et comment ça a évolué dans le temps, en essayant de voir non seulement dans quel espace de la société, dans quelle région, mais aussi dans quel champ lexical ces associations se situaient. Moi, je vais montrer un schéma ultérieurement. Et puis, pour travailler cette notion de cadrage, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement de dire c'est l'État ou c'est la société, mais de voir comment les uns et les autres peuvent cadrer le travail. Donc, c'est comme des mises sur agenda ou du framing, peuvent cadrer la manière dont les uns et les autres vont se positionner. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de m'intéresser aux communes, aux villes de plus de 30 000 habitants et d'essayer de lister des délégations, donc je sais pas, en France, il y a un maire et puis il y a les adjoints qui ont des portefeuilles. Et donc, j'ai essayé de lister combien de communes avaient des portefeuilles qui se revendiquaient de la mémoire et dans quel écosystème symbolique ils étaient. Est-ce qu'ils sont du côté anciens combattants, culture, droits de l'homme, éducation, laïcité, et comment ça a évolué à travers le temps. Pour voir, d'un point de vue chronologique déjà, tout bêtement, parce que la chronologie c'est quand même bien, c'est un outil de base mais qui est quand même bien, et voir si c'était avant la structuration au niveau de l'État central, après, qu'est-ce qu'il y avait des glissements. Pareil, au sein des associations, j'ai fait cette base de données, mais j'ai aussi fait des focus sur certaines associations qui ont transformé leurs titres et leurs objets à travers le temps, pour voir si, justement, elles se présentaient plus comme mémorielles qu'avant, moins, et comment ça s'articulait avec des droits que j'appelle, pas plus fondamentaux, mais plus classiques, par exemple comme les mineurs, comme les droits économiques, les droits sociaux, etc. Alors, est-ce que j'ai oublié une slide ? Voilà, il me reste encore 5 minutes. Ouais. Donc, est-ce que c'est bon là jusqu'à présent ? Oui, j'ai fait tout un autre aspect dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais c'est les derniers chapitres du livre, c'est que j'ai aussi fait des terrains d'observation sur la réception de ces politiques à différents niveaux. Et j'ai fait, avec d'autres, on a fait une campagne d'entretien, mais qui précisément ne portait pas sur le rapport à telle période historique, mais plutôt sur qu'est-ce que c'est pour vous l'histoire, le passé, la mémoire en général. Donc vraiment un rapport plus vernaculaire à cette catégorisation pour essayer aussi de remettre en avant des dimensions qui sont un peu oubliées dans les études sur la mémoire, qui sont des dimensions pourtant présentes, par exemple chez Alvax dès le départ, qui sont des dimensions économiques, de classe, maintenant le genre revient, mais il a été oublié pendant un certain temps, donc aussi ces questions-là. Mais ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Donc quelques petits éléments, quelques conclusions du livre. Alors, je peux le faire passer si vous voulez le voir. Alors, la première chose, c'est que donc la création de l'administration centrale, qui était mon point de départ, en fait, était très intéressante pour moi parce que ça avait une logique assez interne à l'administration. Et si je devais en faire l'histoire rapidement, je dirais que le ministère des Anciens Combattants en France est très ancien, il date de la Première Guerre mondiale, et très puissant. Ça a été pendant longtemps un très gros ministère parce qu'il avait beaucoup de ressortissants. Donc on parle, je crois que de mémoire en 1950, c'était encore 7 500 000 ressortissants, donc c'est des gens dont la mission du ministère était de s'occuper de leur pension, de leur santé, etc. Or, ces nombres de ressortissants ne cessaient de baisser au cours des années de 50 au début des années 80, même si, et ça aussi, c'est intéressant de voir, même si quand on travaille dans ces archives, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de statuts de reconnaissance qui sont ouverts par l'administration. L'administration se plaint que c'est de la demande sociale, mais en fait, ils les ouvrent parce que ça va leur recréer
ça va réalimenter la clientèle du ministère. Mais dans ce que je dis, il n'y a pas du tout de jugement de valeur. Hein. C'est tout à fait, très bien et très normal. Mais c'est le process. Et donc, à la fin des années 70, milieu des années 70, fin des années 70, le ministère est menacé. Il est sans arrêt audité pour les comptes publics et il commence à y avoir un certain nombre d'acteurs au sein du ministère qui disent on pourrait peut-être créer un nouveau domaine d'action pour ce ministère qui serait déconnecté des gens, qui prendrait leur héritage, mais même quand ils ne sont plus là. Et donc, petit à petit, c'est donc la mémoire. Et petit à petit, il y a des structures qui se sont mises en place pour rendre visible administrativement cette nouvelle compétence, comme une justification à la nécessité de continuer à exister pour l'administration en question. Bon, ça, c'est un premier point. Deuxième point, ce développement, par plein d'étapes successives, c'est sans arrêt fait, et ça aussi, en concurrence avec le ministère de la Culture. Et donc, beaucoup de choses qu'en fait, on voit de l'extérieur comme des possibles victoires de la société qui demande toujours plus, en fait, c'est aussi des concurrences entre les deux ministères qui, l'un et l'autre, s'inspirent du projet de l'autre, mais on le voit vraiment écrit, s'inspirent du projet de l'autre, essayent de contrecarrer. Par exemple, quand j'étais je vous donne un exemple, quand j'étais dans le terrain d'observation participante, comme j'avais fait ma thèse sur les Justes parmi les nations, on m'a demandé de réécrire la brochure. Ça, c'est quand même pas rare, hein, comme autoréflexivité. Je fais souvent ça pour mes terrains, mais bon. On m'a demandé de réécrire la brochure de présentation de la journée commémorative. Et donc, je me suis dit, donc j'ai essayé de me dire, bon, il faut que je l'écrive, mais il faut que je sois vraiment, que je sois consciente de tous mes choix, que j'essaye de faire des phrases qui vont un peu les provoquer pour que ça me permette de poser des questions. Et par exemple, j'ai mis comme photo illustrative de cette brochure la cérémonie du Panthéon. Donc, j'étais aux anciens combattants. Et là, j'ai été convoquée. Mais Sarah, mais pourquoi tu veux mettre le Panthéon ? Le Panthéon, ça dépend du ministère de la Culture. Donc, on ne peut pas mettre cette photo. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans le travail d'observation participante au quotidien, c'est qu'on voit ces mécanismes qui ne vont pas du tout ressortir quand on est dans une controverse. Bon, et je ne l'ai pas mis là, mais... Et donc, les deux ministères, peu à peu, ont eu des services qui se sont structurés, mais vraiment en regard les uns par rapport aux autres. Autre point important, c'est le deuxième point, en fait, j'ai parlé du 3 en premier, c'est le rôle de l'historien. En fait, quand j'étais sur le terrain, mais d'ailleurs à tous les niveaux, parce que j'ai aussi fait un terrain auprès de la ville de Paris, de la délégation au niveau local. Donc moi, dans mon côté historien de ma partie, c'est vrai que on voit aussi ces politiques comme proposant une vision du passé, qui ne va pas forcément respecter l'histoire. Mais en fait, quand j'étais sur le terrain, je me rendais compte que pour eux, pour les administratifs qui au quotidien développent des programmes, ils ont deux buts. Le premier, c'est lutter contre les politiques, être indépendant le plus possible du monde politique, parce qu'ils considèrent que ça a une valeur en soi, les politiques de mémoire, ça a une importance et que ça ne peut pas non plus être que des décisions politiques, le discours de l'un, le discours de l'autre, tout en se faisant bien voir, évidemment, parce que c'est eux qui donnent les budgets. Et la deuxième dimension, c'est enregistré, la deuxième dimension, c'est, et ça c'est très très fort, c'est de se protéger de la société, de se placer au niveau de l'intérêt général, au-dessus de la mêlée. Donc j'ai travaillé pour une des commissions, j'ai été aussi secrétaire de la commission sur la modernisation des commémorations, et il a fallu décider les auditions. Et donc moi, je faisais toujours mes petits tests méthodologiques, je proposais des gens, etc. Et donc, ils ont tout organisé pour le moins possible avoir à auditionner les associations d'anciens combattants, alors que la commission dépendait du ministère des anciens combattants. Mais en fait, ils ne peuvent pas faire leur politique s'ils travaillent avec la société, ni avec le politique. Et pour ça, ils ont comme meilleur allié, dans la manière dont ils se construisent, les historiens. Mais pas forcément pour respecter mais vraiment comme figure de légitimation par rapport à ces deux dimensions. Voilà. Et dernier point,
comment ça infuse sur la société. Donc moi, comme je vous ai dit, ce n'était pas les discours sur le passé, mais dans ce travail que j'ai fait à plusieurs échelles, sur les associations, sur les délégations municipales, il est vraiment apparu, et je vais vous mettre là, voilà, il est vraiment apparu un travail de cadrage de ces politiques et de ces administrations de la mémoire pour la manière dont la société s'empare de ces thématiques. Donc là, ce que vous voyez, c'est sur un logiciel en gros de co-occurrence lexicale qui s'appelle Calliope, mais bon, certains font Alceste ou Iramutec, je sais pas, c'est un peu pareil, mais pour des petits textes. Donc c'était parfait pour les déclarations d'association et les titres et les objets. C'est des petits textes, on ne les écrit pas 45 pages. Donc ça, c'est la première période, donc de 60 à mi-80, fin 90. Ça, c'est les deux principaux clusters des associations qui utilisent le mot mémoire, le mémo. Dans leur définition, donc vous voyez, c'est assez clair par rapport à ce que je vous disais, cette thématique, elle apparaît clairement dans le monde combattant, dans l'ancien combattant. Mais à l'époque, ces associations-là, qui sont représentées dans ce cluster, ne représentent que 2% des associations d'anciens combattants. Donc à la fois, ça arrive dans cet univers, mais ça n'arrive pas par les associations, c'est très marginal. Et au fur et à mesure, dans la deuxième période, au fur et à mesure que les administrations dont je vous parle se sont développées, il y a deux choses qui se sont passées. La standardisation d'un côté, mais aussi la différenciation. Donc ça, c'est les 4 clusters qui existent pour la deuxième période, donc fin des années 90, plutôt fin des années 80. Donc on retrouve le cluster, il ne faut pas accorder une place particulière au mot central, c'est le cluster qui est important. Donc on retrouve le cluster ancien combattant qui est quand même très dense et très homogène. Et cette fois-ci, il représente 30% des associations d'anciens combattants. C'est-à-dire que 30% des associations qui se revendiquent des anciens combattants utilisent le champ lexical de la mémoire. Mais on voit en même temps que c'est beaucoup plus diffusé, il est beaucoup plus structurant dans la clientèle de départ, mais en même temps, il s'est diffusé dans d'autres types de thématiques, quitte bien sûr à être réapproprié par des thématiques qui sont très loin de son champ d'origine. D'accord ? Donc, on voit qu'il est utilisé par le cluster culture, donc ça, c'est le monde de la création, la récréation, je dirais. Et on voit que c'est aussi en lien avec toutes les thématiques discrimination, citoyenneté, laïcité, qui en France, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais je pourrais faire 4 heures de conférence sur ce sujet, sont très autour des questions de mémoire et de manière très polysémique. Et on voit d'ailleurs qu'il y a deux clusters assez différents et que la question du génocide des Juifs, de la Shoah, est à la fois universelle et à la fois spécifique. On voit bien la tension dans laquelle on est par ailleurs aujourd'hui, je fais une petite incise. Mais voilà, ça c'est 4 univers qui peuvent être assez différents, parce que bon, les associations qui sont sur les discriminations, je vous le dis, elles ne sont pas vraiment communes avec les anciens combattants. Il y a politiquement, mais pourtant elles se revendiquent tous, parce qu'il y a eu cet effet à la fois de cadrage et de standardisation, mais qui s'est aussi différencié sur le terrain, parce que ça a été réapproprié par des acteurs qui défendent des thématiques et des combats qui sont potentiellement différents. Donc je vais conclure, pour laisser du temps, pour dire qu'en fait, comme on est dans un séminaire sur l'État, je voulais souligner le fait que, par exemple, en sociologie de l'action publique, on emprunte au politiste Michael Mann plusieurs conceptions du pouvoir. Donc il y a une conception despotique du pouvoir de l'État et une conception infrastructurelle, il est infrastructurel, et que ce travail, il est pour plaider l'intérêt qu'il y a à travailler sur les questions mémorielles et le rapport au pouvoir de la mémoire à travers les questions d'infrastructure, d'organisation, et pas seulement de passé. Et donc des notions comme celle, pas seulement de récit. C'est proche des notions de gouvernementalité, de gouvernementalisation, parce que finalement, ce que produit aussi ces commissions et ces politiques, c'est une vision du rapport entre État et société. Un État qui finalement serait assailli par des catégories particularistes, etc., et qui, lui, défend un intérêt général. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Alors, je ne vais pas du tout prendre la parole, parce que j'ai beaucoup de questions, mais c'est
vous qui avez la parole. Merci pour ces deux présentations. En tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait un lien tout à fait intéressant, à la fois quand on vous demande de rédiger la brochure pour la commémoration et vous quand on vous appelle dans la salle sur l'investissement de la recherche. On ouvre le moment de discussion. Alors, ce n'est pas forcément des questions, on peut avoir des remarques, vous n'êtes pas d'accord, vous vous élevez, vous voulez parler d'autre chose. Ou des idées que vous voulez apporter. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre des tours de questions. Je vais vraiment être rapide dans vos questions, bien sûr. Donc, prendre 2 et 3, et puis après, vous répondez. Ça peut être... je touchais une chose. Ah, voilà, c'est Nicolas qui est éteint. Très bien. C'est pour la qualité sonore de débat. Je distribue c'est toujours dur, hein, bien sûr, la première question. C'est pour ça que c'est Nicolas qui va la poser. Moi. Ah, Marc. Marc a une question, je crois qu'il ne faut vraiment pas hésiter. Merci. Merci. J'ai une question pour les deux, une pour chacune des intervenantes. Merci en tout cas pour les interventions. Pour la dernière intervenante, je voulais poser la question, est-ce qu'il existe déjà des réflexions sur la commission Duclerc, sur le Rwanda, c'est-à-dire la commission sur l'engagement de la France au Rwanda? Vu de loin, ça m'a paru un peu un rapport, c'est un rapport un peu commodité, je dirais, par les raisons internationales, mais est-ce qu'il y a déjà des travaux, des réflexions sur cet aspect-là? Et puis alors sur le Congo, moi je connais un peu le Congo parce que j'ai travaillé sur les sciences coloniales, on connaît l'académie coloniale en Belgique, comment elle est née, comment elle s'est développée, etc. Un sujet dont on ne parle pas du tout. Dans le premier rapport. Oui. Les historiens. Mais puis on en a un peu parlé avant. Oui, je fais déjà longtemps la thèse. Et donc, oui. Et là, comme je travaille au Congo, surtout depuis maintenant 15 ans, j'ai l'impression que aussi l'échec de cette commission, c'est qu'il n'y avait pas de moteur au Congo. Donc, je pense que tu as raison de dire que c'est quelque chose qui concerne l'avenir de la société belge. Enfin, ça aurait pu, ça va concerner la société belge. Mais en fait, au Congo, il n'y a aucun répondant, il n'y a aucune demande, il n'y a aucune réception, il n'y a rien du tout. C'est vraiment quelque chose qui est fait, on ne sait pas une grande plaque, rien du tout, à part quelques historiens. Et encore, parmi les historiens, il y a quelques historiens qui sont en contact avec Paris, avec Bruxelles ou les États-Unis, mais vraiment très très peu. Moi, ça m'a vraiment frappé. Et je dirais que s'il y avait eu une demande, une formulation congolaise, elle aurait été inaudible par la Belgique, quelle qu'elle soit. Parce que ça se dit dans un discours différent, dans une problématisation complètement différente. Et donc, comme il y a toujours eu aussi cette idée derrière un peu diplomatique, on va se réconcilier avec le Congo, alors on l'était déjà, ça ne servait plus à rien de faire une commission. Là, je crois qu'on jouait un peu dans un jeu de dupes sur cette histoire. On répond tout de suite en fait, il y a une thèse qui est en train d'être finie sur la controverse autour du rôle de la France au Rwanda. Et dedans, il y a un travail sur la commission. Elle est dirigée par c'est Mathilde Bonfils, et elle est dirigée par Sandrine Lefranc, qui est mon autre alter ego dans mon pays d'origine. Donc elle est aussi intéressante parce que, bien sûr, ça, tu n'en as pas trop parlé, mais si on prend la perspective de la sociologie de l'expertise, de la sociologie des sciences sociales, toutes ces commissions sont aussi des moments où nous, les académiques, on se positionne les uns par rapport aux autres. Il y a aussi ça qui se joue. Donc dans la commission Duclerc, il y avait non seulement la commande politique, mais aussi des jeux de positionnement académique très divers et variés. Mais je n'ai pas travaillé spécifiquement sur la commission. Mais donc ça devrait être incessant la fin de la thèse. Je pourrais envoyer les références. Ok. Merci beaucoup, Marc. Moi, oui, vous avez tout à fait raison. Ce qui était frappant, donc, j'ai la chance d'accompagner certains députés, pas tous, parce que certains présidents de parti ou certains partis avaient empêché, ça c'est important aussi que les gens le sachent, le monsieur Duvlan-Belang, il voulait venir au Congo, Rwanda, Burundi après X mois, il m'a dit je rêve de voir ces pays en fait. Mais il ne pouvait pas. Le parti avait dit non. Désastreux, enfin, humainement. Oui, bon, peut-être qu'il a plein de choses qu'il peut faire. Mais donc, on se retrouve, premier pays avec le Congo, on est à Kinshasa, malheureusement, on n'a pas su aller très loin
Évidemment, c'était 15 jours, on ne pouvait pas faire beaucoup plus, mais... et là, c'était surréaliste, c'était un entretien entre ces députés et le ministre des Affaires étrangères, donc on est à 8 dans la salle. C'est quand même très... Bon, c'était un honneur, moi je trouvais, pour les députés belges, d'être reçus par le ministère des Affaires étrangères. Et là, c'était très très émouvant, parce que, en gros, et après ça, on passe au Parlement congolais, et au Congo, ce qu'on nous disait, c'est: écoutez, merci de mettre ça à l'agenda chez vous. Enfin, c'était de la politesse pure, mais très joliment dit, gentiment dit. Mais écoutez, nous, on a besoin de la Belgique pour l'instant. Oui, que vous retiriez le bois, vous faites ce que vous voulez, que les statues. Enfin bon, en gros, c'était dit comme ça. Ce n'est pas très urgent non plus. Ils ne disaient pas que c'était ridicule, mais c'est juste. Pourquoi maintenant? Par contre, nous, on a besoin que vous tapiez sur la table par rapport à la question du Rwanda dans l'est du pays. Et donc, c'était, ok, est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Parce que ça, nous, maintenant, c'est la question. Donc ça, évidemment, il y avait un décalage, mais on arrive après au Burundi, où là, c'était l'inverse. C'était quelques semaines avant qu'on arrive, il y avait une commission burundaise qui avait été mise en place pour calculer le montant de la réparation financière. Et c'était démentiel. Je ne sais plus combien de milliards. Je ne sais plus quel était le calcul des économistes qui avaient été... Je ne doute pas de la méthode, c'est juste, mais on arrivait à des milliards. Donc là, je me disais, mais c'est juste pas possible. On ne va pas y arriver s'ils présentent ça comme demande, quoi. Et troisième attitude, encore différente, qui était au Rwanda, c'est... On n'a pas été reçu par un ministère, on a été reçu dans une salle commissible, dans une commission, enfin bon. Et il y avait manifestement l'envie de dire, vous faites un truc comme d'habitude, en fait. C'est-à-dire comme pendant toute la colonisation. Par les Belges, pour les Belges, entre vous. Vous ne nous avez pas demandé à nous, de manière très fière, hein, ce que nous voulions, on n'a pas besoin de vos réparations. On n'a rien à voir avec ça. Ils avaient été très très fâchés par le fait que une des experts du premier groupe dans lequel j'étais, aussi, Laure, pour ne pas la citer parce que c'est dans la presse tout le temps, qui était représentante politique du CDNV, donc milieu social chrétien flamand, parlait complètement, les deux langues complètement bilingues, une juriste, était stigmatisée dans les médias rwandaises comme négationniste, parce que ses parents et elle sont très associés à la Radio Jambo. C'était dans les journaux comme ça. Et le Rwanda a écrit au ministère des Affaires étrangères et au Parlement belge pour dire « Vous retirez cette experte, ce n'est pas possible pour nous ». Et le Parlement belge n'a pas voulu reculer. Donc le Rwanda a dit « On ne vous recevra pas, on n'a rien à voir avec vous ». Donc ça, c'est très intéressant, effectivement. Et puis, s'il y avait une demande, est-ce que ça aurait été audible? Ça, je ne sais pas. Mais 3 attitudes très différentes. Une autre question. C'est une question très profonde, je m'en excuse de voir ce point. Pas de mauvaise question. Mais en fait, est-ce que vous arriverez à mesurer les conséquences d'un échec, comme vous le dites, de la commission Est-ce que ça entraînerait d'autres formes de commission davantage Moi, en tout cas, les conséquences que j'ai perçues, mais c'est intuitif, je n'ai pas de statistiques pour vous dire ça, c'est qu'au moment même où il y a eu cet échec auquel personne ne s'attendait, donc un mois avant, ils ont eu un mois de négociation entre le moment où j'ai envoyé le rapport final, qui fait 120 pages, qui est très loin d'être parfait, très minimal, je peux envoyer à tout le monde, enfin il est inexistant, mais il est quelque part, je peux vous l'envoyer si vous voulez, où je dis voilà, moi après avoir observé ces 2 ans et demi, ça a été signé par les 2 autres experts, comme ça, comme lettre à la poste, voilà ce sur quoi vous pouvez négocier les amis, allez-y, parce qu'on n'avait pas à dire. Et le même jour que le jour où ils ont publié sur le site ce rapport, moi je pensais que c'était un draft que j'envoyais, qui était publié 4 heures après. Je l'ai envoyé à 5 heures du matin, et à 11 heures, il était publié sur le site du Parlement. Je n'étais pas au courant. C'est comme ça. Et en même temps que le rapport, que je venais de rédiger dans la nuit, le président Wouter de Vriend a montré les recommandations que lui proposait. Un listing de 126 recommandations. Et après, ils avaient, eux, tous les partis, un mois pour négocier sur ces 100, lesquels on va prendre, en fait. Et la question que moi j'avais, c'était est-ce qu'il y en aura 80 ou 87 ? Parce qu'il y en avait plein. En fait, ils étaient presque d'accord sur tout, sauf sur la question
des réparations liées aux excuses. La plupart des trucs sur la faciliter les visas, augmenter le nombre d'échanges avec l'Afrique des Grands Lacs, avec des chercheurs belges qui partent là-bas, plein de choses, ça brassait. Et là, ce que j'ai observé ce jour-là dans les réseaux sociaux et puis dans les réseaux, c'était une montée du ressentiment des groupes de la diaspora gigantesque, en disant, ils recommencent. Mais, par exemple, au Rwanda, Burundi, au Congo, les députés avec qui j'étais, partout où ils passaient, faisaient des promesses. Je crois qu'ils y croyaient eux-mêmes, qu'ils allaient arriver à un accord. Et moi, je leur disais le soir, faites pas trop de promesses, parce que franchement, la colonisation, c'est l'histoire de promesses non tenues, à certains égards. Des promesses qui étaient magnifiques, qu'on pourrait maintenant... Et moi, j'avais écrit, ça serait le moment de venir, de rouvrir le passé tant qu'on peut, et d'essayer de respecter les promesses qui ont été faites. Éducation, notamment. Je dis, la santé, l'éducation, on y va. Et donc là, ça, c'est sûr qu'il y a une espèce de... On n'y croit plus, quoi. On n'y croyait pas déjà beaucoup, on s'est investi, et puis vous nous sortez ça, après 2 ans et demi de travaux. 600 pages sur ce qui s'est passé, tous les massacres, et vous nous dites, on ne peut pas arriver à signer quoi que ce soit. Donc là, super fâché, mais je vous dis, il y a quand même des choses qui sont passées, donc c'est nuancé. Je crois que c'est une étape, de nouveau, dans un mouvement à très long terme. Et tu crois que par rapport au recours à l'arme du droit dont tu as parlé, ah oui, moi par contre, je pense ça a aussi peut-être légitimé encore oui, plus. Les gens se sont dit, on ne peut rien faire au niveau politique comme ça quand on nous demande de prendre la parole, on va aller voir les juges. Et après ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui vont aller voir les juges, parce que là, ça y est. Et donc, moi, à l'époque, je l'ai dit devant les députés, les 3 fois je suis venue défendre les différentes choses. J'ai dit, vous pensez que c'est la boîte de Pandore, ça dépend de vous. Je ne sais pas ce que vous allez décider, je n'ai pas à dire ce que je pense. Mais si vous n'arrivez pas à ça, j'y croyais pas une seconde, qu'il n'y arriverait pas, là, vous allez devoir, à un moment, ce que vous voulez éviter, vous allez le favoriser. Là, ça va être cash. Donc moi, je suis persuadée de ça. Et j'étais persuadée que ça passerait. En même temps, c'est pas parce que, par exemple, nous, en France, il y a eu le vote de la loi qui reconnaît l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Les réparations, c'est pas encore là. Même là, ça va être l'anniversaire de l'amende à Haïti. Et déjà, parce que je suis assez proche de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, déjà obtenir, par exemple, de faire un grand colloque avec la Caisse des dépôts et consignations, qui chez nous est la banque de l'État, en gros, c'est eux qui ont géré les comptes des Juifs pendant la guerre et c'est eux qui ont géré les comptes de l'amende. C'est déjà pas si... Là, on parle juste d'un colloque, de dire des choses que tout le monde... qui est su, quoi. C'est pas révéler un truc secret. Et... Donc, il y a une énorme différence, Sarah, et ça c'est important sur le plan judiciaire. C'est quand on parle de l'esclavage, on a des descendants en scène, ok, en sachant qu'il y a une transmission de beaucoup d'émotions, etc. Donc je ne méprise absolument pas le poids payé aujourd'hui par les descendants d'esclaves. Mais ici, on a des gens en chair et en os, donc les métis qui ont été enlevés quand ils avaient 3 ans, ils ont 83 ans maintenant. Ils sont là. Et donc la question de la judiciarisation, de la monétarisation des réparations, elle va se poser par rapport à des gens qui disent... Et ceci dit, en France, avec les enfants pris dans les Outre-mer, c'est pareil, ils les ont pris... Oui, mais peut-être que ce qui s'est passé aujourd'hui, on est dans du ça dépasse le cas de la petite Belgique. Mais et je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas tellement la question. Ce que je dis, c'est ce qu'ils ont voulu éviter, ils ont tellement freiné de manière outrancière, en fait. Il y a un moment où ne pas du tout signer quoi que ce soit, c'était du mépris, ne fût-ce que pour les gens qui sont venus témoigner. Ça ne se fait pas. Enfin, vous voyez ce que je dis. Faites signer quelque chose. Moi, je disais signer un truc qui vous semble ridicule. Vous signez quelque chose symboliquement. Vous ne pouvez pas arriver à un échec. Eh bien, ça, sur le plan des effets, c'est hyper contre-productif. Ils auront l'inverse de ce qu'ils voulaient. Peut-être je me trompe et j'espère me tromper. Parce que ça polarise très fort les choses. Encore une question au fond, ensuite. Si vous permettez, moi je veux un triptyque d'abord pour poser la question, voir si en France il existe des cas où de telles commissions ne sont pas rentrées dans les documents officiels. Parce qu'en fait,
un des gros problèmes de la commission aussi, c'est que les documents ne sont pas rentrés officiellement. C'était fait, hein. C'est fait maintenant. Il y a encore beaucoup de documents qui n'ont pas... Versés aux archives des travaux de la commission. Donc ils sont rentrés dans les documents officiels de la commission. Donc en fait, les documents, les retranscriptions des auditions, par exemple, toutes les auditions ne sont pas retranscrites dans la documentation belge encore à l'heure actuelle. Et ce qui est assez... sur le site, hein, monsieur? Non, toutes n'y sont pas. Ah bon? Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que plusieurs témoignages des associations ne sont pas retranscrits. Donc là, il y a déjà... Je passe à ma deuxième sous-question. Et ça n'a pas été présenté au début, il y a clairement une oblitération de la race. La question de la race en Belgique, on n'en parle pas, on en a pas parlé très peu dans la commission, et il n'y avait aussi pas d'experts ou d'expertes des questions raciales du point de vue sociologique, entendez-moi bien. Donc je voulais aussi vous demander de réagir par rapport à ça. Et aussi de voir si dans la commission, vous avez lu, comme l'ont fait deux experts qui viennent des études décoloniales et qui ont publié dans Mediapart, un espèce d'auto-érotisme, d'un certain plaisir de la part des parlementaires de parler d'histoire, de convoquer des spécialistes et après d'être capable de se contenter de « en fait, on va rien en faire ». Donc de voir un peu si vous pouvez réagir à cette phrase de Comment ? Si tu veux, je commence. Donc ça, enfin, je peux même, sur la question raciale, je pense que c'est au-delà, en fait, c'est très important sur ce point, mais ça touche une dimension plus large. C'est qu'en fait, les spécialistes des sociétés contemporaines, que ce soit raciales, sur même les simples, même la sociologie de qu'est-ce qu'on fait du passé aujourd'hui, sont complètement oblitérés de ces commissions. Parce que c'est quand même, enfin, en tout cas dans le cas français, je vous les ai montrées juste pour ça, vous avez vu, elles sont tout le temps dirigées par des historiens. Ce qui est tout à fait évidemment important qu'il y ait une dimension historique dans ces commissions, c'est pas du tout le problème. Mais il s'agit pas c'est pas un rapport sur l'histoire, c'est bien quelque chose qui a à voir avec aujourd'hui. Et donc pour ça, il faudrait à chaque fois qu'il y ait des spécialistes de beaucoup d'autres disciplines en tant qu'experts, sans parler de la société civile, mais déjà en tant qu'experts. Et quand j'étais à la commission CASPI, comme j'étais d'abord à l'administration qui l'a créée, j'ai aussi accompagné puis observé la manière dont elle avait été créée. Et ce que vous disiez sur, je ne sais pas comment vous avez dit ça, mais sur le plaisir des politiques de parler avec des historiens, ouais, bon ça je sais pas, conceptuellement je sais pas, mais sur le fond, par exemple moi c'est vrai que dans cette administration où je travaillais, il y avait des catégories C, B, A, c'est l'administration française, et moi j'étais juste qu'une stagiaire, mais comme me disaient des catégories C et B dans l'administration, tu sais, toi t'es une stagiaire, mais tu as des grands diplômes et tu as fait une thèse. Donc pour eux, tu es une historienne et c'est très prestigieux. Et c'est vrai que je voyais très bien comment cet attribut changeait complètement ma place. Je pouvais circuler où je voulais, demander n'importe quel dossier, parce que j'étais finalement dans cette relation de séduction aussi un peu. On me demandait mon avis, et notamment on me demandait mon avis pour composer cette commission. Et moi, j'ai proposé plein de gens qui sont des sciences sociales, qui ne sont pas des historiens pour cette commission sur les commémorations. Des anthropologues, aussi j'ai essayé de mettre plus de femmes, etc. Et pas une seule personne n'a été retenue. Pas une seule personne. Et dans les auditions, j'ai proposé d'inviter des jeunes qui sont dans des clubs histoire ou des choses comme ça, puisqu'ils sont dans les rapports, c'est tout le temps là, pour essayer de voir, puisqu'il faut moderniser, ils ont peut-être des idées, enfin, ils ne sont pas des valises. Et donc, et c'est pareil, aucune de ces personnes n'a été auditionnée. Et les archives, alors, les archives de ces commissions, par exemple pour la commission CASPI, ouais, je dirais que c'est pas... De toute façon, c'est moi qui faisais les comptes rendus, donc c'est simple. Mais elles sont pas vraiment... Mais là, c'est pas politique. Enfin, je dirais pas que c'est politique précisément, c'est administratif. C'est aussi qu'est-ce qui est versé en termes d'archives, quelle est la temporalité, et ces choses-là, c'est pas évident. Merci, monsieur. Moi, je suis très intéressée si vous me pointez des documents qui ne sont pas présents, parce que c'est pas sûr. Moi, je ne le sais pas. Et ça n'a certainement pas été conscient.
Je suis très étonnée, donc on reste en contact si vous voulez bien. Alors, par contre, il y a eu une espèce de bras de fer pendant 6 mois. J'avais écrit un article dans Esprit que je termine en disant, et donc j'apprends ce matin qu'il n'y aura pas, que le rapport ne sera jamais officialisé. C'est un peu je boude là, je termine en disant en PS, je suis très fâchée. Point. J'essaie d'être correcte, mais là j'étais vraiment amère en disant, mais on ne peut pas nier tout le processus, quoi. Je veux que ce soit quelque part ces rapports, pas parce que c'est un bon rapport, mais qui dit, monsieur un tel est venu, je citais tout le temps les gens qui étaient venus, en particulier les témoins. Donc pour moi, j'étais très fâchée. Et puis finalement, moi, j'étais voir la présidente du Parlement, plusieurs personnes, en disant, je fais un sitting, on n'a jamais vu ça, ça ne va pas sur le plan de la démocratie. Et l'argument en face de l'équipe juridique au Parlement, c'était de dire, mais il n'y a pas eu d'accord final, donc il n'y a pas de rapport. Mais je dis, il y a un rapport. C'est quoi ce bazar ? En plus, sur le plan juridique, les juristes, ils sont hyper créatifs. Je les adore pour ça. Je dis non, c'est pas possible. Comme il n'y a pas de précédent, on fait ce qu'on veut avec ce qui arrive maintenant. Non, mais c'est vrai, on peut décider qu'il n'y a pas de rapport. Enfin non, je me trompe moi-même. Il n'y a pas d'accord, mais on publie les rapports tels quels en disant ne menant pas un accord. Ça, c'est pas grave. Mais ça ne peut pas disparaître. Ça ne va pas. Par rapport aux citoyens. Ça montre bien que la matière de ces politiques, elle est aussi très discursive. Donc le rapport, il est déjà, quelque part, le fait même que le rapport existe, c'est déjà un acte. C'est déjà presque un accord. Enfin, on a quand même mis des mots. Oui, tout à fait. Donc, il voulait plus. Il voulait, comme le gommer. Je dis, mais moi, je vais le publier, je vais le mettre partout en ligne, quoi. Bon, avec une petite. Mais bon, ça, donc, c'était compliqué. Et puis, à force, là, plusieurs partis sont battus pour ça. Je leur en suis gré. Moi, je pensais que Wetzi était pas spécialement inexperte par rapport à la race, mais par rapport à ce qu'il y avait avant comme commission d'experts au Parlement, c'était juste révolutionnaire, en fait, que des gens comme Wetzi soient à la table. Mais c'est peut-être pas assez spécialiste, moi je ne sais pas, je ne suis pas du tout, moi, spécialiste. Donc voilà, je crois qu'il y avait déjà un petit chemin. Mais ça, Par contre, vous dites, on n'a pas du tout parlé de race pendant... J'ai assisté à toutes les réunions en prenant des milliers de signes, de pages. Il y a eu quand même plusieurs débats, notamment avec les représentants d'ENIA, sur la question du racisme, de discrimination, de cette fameuse loi anti-racisme qui devait sortir et qui ne sort pas. Donc, ça n'a peut-être pas eu toute la place que ça mérite, et ça je l'entends, mais ça n'a pas été complètement dans un angle mort. Mais peut-être pas assez, ça je... Et alors, auto-érotisme, il faut vraiment que j'aille voir plus cette notion. Mais, elle m'amuse, elle me fascine. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le plan juste méthodologique, il n'y a aucune personne que nous, on a mis dans la liste des gens qu'on disait, ben voilà, ils disaient, voilà, sur l'Église, qu'est-ce que vous voyez comme expert ? Ben, on allait vite voir qui a écrit là-dessus. On démarrait, moi, je naviguais à vue. Il n'y a aucune personne qu'on a proposée qui a été écartée. Donc ça, c'est quand même, je dois dire, je n'ai jamais eu l'impression de travailler de manière non respectueuse par rapport à la méthodo. Par contre, il y a plusieurs experts qui sont arrivés, pouf, et je ne dis pas que c'est des mauvais experts, mais ils avaient une vue appréciée de certains partis, quoi, qui n'était peut-être pas une mauvaise vue. Mais donc il y a eu des experts en plus. En même temps, nous, on n'avait pas la prétention d'avoir fait le tour de tous les experts, c'est pas possible. Donc là, franchement, moi, je ne peux pas me plaindre de ça. On ne va pas faire un sitting ici, pas comme Valérie dans l'Assemblée. Maintenant, on veut vraiment éviter que d'or en garde librement ce soir. Donc, on va prendre une dernière question, monsieur. Et ensuite, on remerciera nos oratrices. On doit malheureusement déjà... Bonjour. C'est assez court, en fait, c'est juste à réfléchir à la question de monsieur tout à l'heure, des différentes réactions des différents gouvernements. Voilà, vous lui disiez Congo, qui est... J'aurais juste voulu savoir si la population civile aussi, si vous avez eu des différentes réactions d'associations qui étaient en demande de réparation, en dehors également de tout cet aspect politique. Oui, vous avez raison. Donc, le programme de voyage, il était très court. En 15 jours, on ne peut pas faire... Les Grands Lacs, c'est grand quand même. Mais moi, en tout cas, dans plusieurs pays, notamment le Rwanda, on a vu des gens d'associations à la base. Vous avez vu, on était dans un cercle tout petit, ça n'a plus rien à voir avec l'officiel. On a beaucoup parlé aux historiens. D'ailleurs, une des photos, c'était dans l'ambassade de Belgique à Kigali, pour ne pas que ça se fasse dans un lieu. On ne pouvait pas rien faire dans un lieu officiel. Et puis, certains historiens...
on n'avait pas envie que ce soit très, très, très publicisé. Mais donc, zéro outreach. Donc, les moyens en termes de temps et les moyens financiers qui étaient alloués à la commission étaient peanuts. J'ai payé mon voyage au Rwanda, Burundi, Congo. Parce qu'on a considéré que, comme il n'y avait qu'une experte, on n'avait pas favorisé une université par rapport à l'autre. Ok, ça va, merci. Je suis vraiment motivée par mon job, je vais y aller parce que c'est le terrain de ma vie. Mais c'est pour vous dire, c'est juste absurde, quoi. Je travaille pendant presque un temps plein pendant 2 ans et demi. Je paye plus cher une doctorante, une postdoc qui n'avait pas de boulot pour qu'elle donne mes cours, pour que je sois quasi à temps plein pour quelque chose où on croit que c'est un 10e. Enfin, mais on n'a pas le temps. Voilà. Mais donc, pratiquement pas de moyens, zéro moyen outreach. Donc, la population au Rwanda, Burundi, Congo, elle ne sait rien. D'abord, ça ne l'intéresse peut-être pas, mais ne sait rien du tout. Et puis, quand on allait vers les gens de la société civile, pour le peu que j'ai rencontré dans les capitales, et donc, qui ne dit rien, des régions de tout le pays, c'était avec des grands yeux en disant oui, pourquoi pas, mais un peu quand même de la reconnaissance, mais expliquez-moi encore, pourquoi vous faites ça encore? Un peu de scepticisme, pas de cynisme, mais les gens sont super gentils en fait. Et moi je disais, j'ai passé les 15 jours de 7h du matin à 1h ou 2h du matin jusqu'à ce que je puisse avoir le plus de gens que je connaissais en disant, je vous promets, ils font tout ce qu'ils peuvent. Je vous promets, ce n'est pas un jeu. Ils ont été déçus. Mais c'est vraiment ce que je voyais, moi. Je disais, ce n'est pas simplement fictif. Ben, il y avait un vrai intérêt, un peu de surprise. Et ben oui, pourquoi pas, c'est intéressant que vous pensiez à ça. Mais d'autres priorités. Rwanda, Burundi, Congo, pour l'instant, il y a d'autres priorités. Donc il y a un drôle de décalage. Mais beaucoup de gens de bonne volonté partout. C'est pour ça que c'est un peu tragique. Pardon, c'est trop long. Mais pas du tout. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux.